Salut à tous et bienvenue dans le podcast de The Free Agent. Ce soir, je serai votre hôte, moi Damien, et nous allons vous parler de plusieurs sujets, des sujets de NBA, de NHL et de NFL. Pour la NBA, nous allons aborder les Sixers et Joel Embiid en se posant la question s'ils ne sont pas trop dépendants de leur pivot star. Ensuite, nous nous dirigerons vers les parquets universitaires avec la March Madness et le Selection Sunday qui a eu lieu hier soir. La patinoire, ensuite, avec la NHL et le succès des Hurricanes et des Islanders. Et enfin, pour finir, la NFL et la retraite de Drew Brees, ainsi que la Free Agency complètement folle qui s'annonce dans les jours à venir. Pour parler de ces sujets, j'accueille 4 spécialistes. Tout d'abord, pour la NBA, Maxime. Salut Maxime. Salut tout le monde. Pour la NBA et la NHL, Samuel. Salut Damien, salut les gars. Et enfin, pour la NHL, Michael. Salut Damien, salut à tous. Alors, on va commencer avec la NBA et les Sixers. Et alors, je vais vous demander, est-ce que ces 76ers de Philadelphie ne seraient pas un petit peu trop dépendants à leur pivot star, Joel Embiid? Maxime. Effectivement, vu comme c'est quand même le candidat au titre de MVP cette année, il focalise beaucoup les attentions. Voilà, mais sauf que là, je trouve que le dernier match contre San Antonio a été très révélateur sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'ils ont en réserve un certain Dwight Howard qui est juste champion en titre avec les Lakers, un Vincent Poirier en backup qui, mine de rien, va avoir ses minutes. Ils ont aussi, puis ça permet à un Ben Simmons de monter en puissance, un Seth Curry, un Joe Harris. Ils ont une équipe qui est très, 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 très costaud. Et en fait, moi, sur ce qu'on a vu contre les Spurs hier soir, c'est que clairement, c'est vraiment ce qui va se passer, c'est à l'avenir, je pense, de mon point de vue. Et de toute façon, l'absence d'Embiid, ce n'est que pour 2 à 3 semaines. Alors certes, les semaines sont très chargées, mais néanmoins, je pense, de mon point de vue, qu'il n'y a pas matière, il n'y a pas péril à demain pour les Sixers. Samuel. Non, c'est clair. On a vu sur le match d'hier qu'ils ont l'effectif pour s'imposer malgré l'absence d'Embiid. Tous les joueurs sont bons. Le système Doc Rivers a l'air de bien marcher. Et puis, hormis je pense que c'est plus un bonus Embiid que plutôt un désavantage pour eux. Et on l'a vu en fait hier. Hein, ils gagnent de 134-99 contre les Spurs avec une très grosse performance de Tobias Harris. Et ils sont toujours aujourd'hui premiers de leur conférence devant les Nets, donc c'est bien la preuve que, ils ont un effectif bien rodé et c'est pas un joueur qui va amener une équipe comme ça tout seul devant les Nets ou les Bucks, quoi. Maxime. Oui, donc pour moi, je pense que c'est plus que que Embiid, c'est une équipe, c'est une structure. Embiid, c'est un joueur qui était très fragile ces dernières années. On l'appelle The Process du côté des Sixers parce que justement, ça fait des années qu'il mise sur lui et que justement, pour l'instant, entre les blessures, les mésententes avec les coachs, le manque d'hygiène personnelle, il faut dire quand même les choses, c'est vraiment d'hygiène sportive, je précise. Voilà, je pense que aujourd'hui, il y a un coach, il y a Doc Rivers, comme tu dis si bien, Samuel, et clairement, il y a une structure qui fait que aujourd'hui, Embiid, c'est à valeur ajoutée, c'est peut-être ce qui va peut-être les amener en finale, au moins de conférence, je pense. En finale NBA, les Nets me semblent très, très, très sérieux comme prétendants. Voilà. Ouais,
deux petites questions pour vous, justement. Est-ce que vous pensez pas que c'était pas l'année d'Embiid du coup et que ça va pas être au final l'année où il laisse de côté tous ces soucis, toutes ces espèces de process, parce que le process c'est bien, mais le process il faut qu'il arrive quelque part un jour. Voilà, est-ce que vous pensez pas que c'est l'année où il va enfin arriver à devenir ce joueur qui va amener Philadelphie loin, Samuel? Bah, en fait, le truc, c'est que avant, on se posait beaucoup la question de savoir qui était vraiment le franchise player entre Ben Simmons et Joel Embiid. Et cette année, bah, c'est plutôt clair. Offensivement, Joel Embiid il est beaucoup trop dominant pour donner les clés à Ben Simmons, même s'il est très très bon défensivement. Le, comment dire? Le ranking, le classement dans les meilleurs joueurs de la NBA, Embiid est 1000 fois plus haut que Ben Simmons. Je pense que cette année, il s'est vraiment démarqué en tant que patron de cette équipe où avant il y avait des Butler, qui avaient peut-être un peu plus de charisme que lui, qui prenaient les clés de cette équipe des Sixers. Et à mon avis, cette saison, c'est vraiment la saison de Embiid. C'est là où peut-être qu'il aura le MVP. On verra la deuxième partie de saison, mais c'est la saison parfaite pour enfin briser toutes ces chaînes qu'il avait, des blessures, il n'était pas content, etc. Donc ça fait plaisir en tout cas. Oui. Maxime. Oui, pour compléter ce que tu dis, Samuel, de mon point de vue, c'est vraiment dans le jeu et il s'est vraiment affûté physiquement et puis il a assumé. Et aujourd'hui, l'équipe elle tourne pour lui, mais sauf que l'équipe elle peut tourner aussi sans lui. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment la grande force de cette équipe de Philadelphie. Et effectivement, même on a vu depuis le début de la saison où il est en course pour le titre de MVP, bah, ses performances, elles n'ont pas baissé, au contraire. Et comment dirais-je? Et je pense que c'est pratiquement une chance pour lui, cette petite blessure, ces 2, 3 semaines de repos, parce que je pense que ça va vraiment compter pour les playoffs où ils vont y être. Ils auront le premier ou le deuxième comment dire, seed en playoff à l'Est. Donc clairement, pour moi, c'est pratiquement une chance pour Philadelphie. Michael. Ouais, du coup, je suis un petit peu étonné parce que Maxime, tu dis que finalement Philadelphie s'en sort aussi bien sans lui. Est-ce qu'au final, il est vraiment le franchise player de cette équipe si finalement, même sans lui, l'équipe continue à fonctionner et à tourner? Ah, de mon point de vue, oui, c'est un franchise player parce que c'est lui qui a fait la valeur. Là, pour l'instant, c'est difficile de juger son match d'hier soir. Les Spurs sont vraiment, s'ils accrochent un play-in, ce sera vraiment le mieux qu'ils peuvent espérer. Mais voilà, c'est une équipe faible. Après, c'est à voir dans les semaines qui viennent. Ils ont un programme qui est relativement costaud. Et donc, voilà, donc on peut pas dire que ce soit une équipe qui est en difficulté. Là, ils jouent des Bucks oui, jeudi, c'est ça, de mémoire, et ils jouent les deux Los Angeles lors d'un road trip vendredi et dimanche de la semaine prochaine. Plus Denver derrière. Donc là, on va pouvoir être fixé clairement si c'est un problème ou pas. Samuel. Je voulais juste comment dire, faire un point sur beaucoup d'autres franchises, leurs franchise players jouent pas forcément tous les matchs en saison régulière et c'est pas plus mal pour eux. Par exemple, les Clippers l'année dernière, ils ont beaucoup utilisé le load management. Kawhi a vraiment pas joué tous les matchs de saison régulière. Mais ce qu'on attendait de lui, c'était plutôt de faire la différence en playoff plutôt que d'apporter 2-3 wins en saison régulière. Quand Giannis n'est pas là, les Bucks sont quand même bons. C'est pareil pour les Lakers. Donc, il peut rester le franchise player des Sixers, même s'ils arrivent à gagner des matchs sans lui, quoi.
Alors j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que, malgré son absence et justement cette période un petit peu difficile au niveau du calendrier, comme tu l'as dit, Maxime, est-ce que vous pensez que ça va tenir face aux Nets de Brooklyn qui émergent en fait comme la co-grande force de cette conférence Est? Hein, si je peux me permettre, pour moi, les Nets, avec Durant, et déjà là avec Harden qui est en mode triple-double et lui aussi en course au titre de MVP, parce que même s'il est arrivé tardivement aux Nets, il est dans la course et dans la discussion. Les Nets sont théoriquement intouchables. En plus, avec Blake Griffin, voilà. Sur le papier, c'est vraiment une équipe qui est intouchable à l'Est. Et voilà, mon point de vue. À effectif plein. Après, sur une série, tout peut se passer. Et là, je pense que des Ben Simmons, des Seth Curry, et surtout un excellent coach qui a l'expérience des playoffs comme Doc Rivers, pour moi, il y aura un match avec les Nets. Et ça va vraiment. Je ne mettrai pas ma main au feu que les Sixers se fassent battre par les Nets. Voilà. Samuel. Je vais juste en profiter pour rappeler que les Nets, c'est 12 victoires sur leurs 13 derniers matchs. Et que, à mon avis, l'objectif de Philly, c'est pas de lutter absolument pour terminer à la première place de leur conférence. C'est plus d'accrocher au final une deuxième place, de finir devant les Bucks, sur lesquels ils ont 5 victoires de plus, pour affronter. Je pense qu'ils sont déjà donné rendez-vous avec les Nets en finale. Et à mon avis, c'est plus ça l'objectif que de finir premier à l'Est. Michael. Ouais, moi je voulais juste rajouter que ça paraît quand même compliqué aujourd'hui de battre les Nets. En tout cas sur cette match, j'ai du mal à voir une équipe à l'Est qui puisse les sortir. Comme disait Maxime, à effectif complet évidemment. Écoutez, c'est tout pour la NBA. On va se diriger vers les parquets universitaires puisque hier soir se déroulaient les derniers matchs de la saison régulière avec les finales de tournoi de conférence de la SEC avec Alabama qui est venu au bout dans un match à couper au couteau comme c'est toujours le cas en NCAA de LSU et au niveau de la Big Ten, on a eu un match incroyable entre Illinois et Ohio State qui s'est joué encore une fois à quelques secondes. On va en overtime, on ne voulait plus que ça finisse. Une fois tout ça terminé, on a eu ce qu'on appelle le Selection Sunday, c'est-à-dire le moment où on se réunit pour faire le tableau, le bracket, pour cette March Madness, le tournoi universitaire March Madness que nous allons retrouver cette année parce que l'année dernière, il avait été annulé pour cause de coronavirus. Et qu'est-ce que ça fait du bien de le revoir cette année? Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un Selection Sunday et un tournoi qui se profile? On notera pour ce tournoi des séries qui continuent, dont celle justement on parlait de Joel Embiid, qui est un ancien de KU, de Kansas University, les Jayhawks, qui en sont à 31 apparitions consécutives donc au tournoi national March Madness, et aussi celle de Michigan State, qui est à 23. Ça n'a pas été facile toute la saison pour les Spartans, mais ils ont su vraiment bien pousser en fin de saison avec des victoires contre des gros adversaires au sein de la Big Ten, contre Ohio State, contre le rival Michigan. Ils ont cassé le nez du pauvre Ayo Dosunmu, la star d'Illinois, et ils ont été vraiment rugueux et ils ont été vraiment très très impressionnants. Et ça va être une équipe, c'est vraiment une équipe sur laquelle il faut toujours compter dans le tournoi final. Au niveau des conférences, alors on voit vraiment cette année en college basketball l'émergence, le gros retour, si je puis dire, de la Big Ten, là, qui amène 9 équipes en conférence. C'est vraiment le gros retour. Ils ont eu un Big Four vraiment très 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 solide avec Michigan et son pivot Hunter Dickinson, évidemment Iowa et son super pivot Luka Garza qui a été vraiment la star de cette saison de basketball universitaire et on l'attend vraiment pour le tournoi final. Avec Illinois, avec leur duo terrible, avec l'intérieur Kofi Cockburn qui est vraiment un monstre. Hier soir, pendant la finale de conférence, les commentateurs de CBS disaient oui, alors
il nous rappelle Shaquille O'Neal, mais non, on peut pas dire ça parce que quand même c'est Shaquille O'Neal. Alors oui, mais non, en fait, c'est vraiment ce joueur qui a cette présence dans la raquette, qui est un véritable monstre et qui est un monstre pour Illinois. Et leur meneur magnifique, exceptionnel, qui est masqué maintenant, comme nous tous quand nous sortons dans la rue, mais lui, il est masqué parce qu'il s'est fait casser le nez contre Michigan State. Ayo Dosunmu qui est incroyable, qui est un joueur très 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 bon, très physique, très intelligent, très bon dribbleur, avec vraiment une capacité à marquer à mes distances, de loin. C'est vraiment la star de cette équipe, hein. On voit que lui. Et dans ce groupe, on a Ohio State qui arrive un petit peu avec un effectif où il y a du talent, puisqu'on a Dwayne Washington qui a marqué quand même 32 points hier et qui est quand même le scoreur de cette équipe, qui est toujours là, avec AJ Liddell à l'intérieur, mais c'est une équipe qui manque peut-être un petit peu de taille, qui manque un petit peu, pas de talent, parce qu'on ne peut pas dire ça, parce qu'il y a Dwayne Washington et AJ Liddell, mais qui manque pas de courage. Et c'est dans ce tournoi de March Madness, c'est très 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 important, le courage et la résilience. Et voilà. Et donc, ils enregistreront le retour de Carl Young, leur ailier, qui était vraiment, je pense, qui est la personnification de cette équipe et du basketball universitaire. C'est vraiment un ailier un petit peu en dessous de la taille habituelle, mais qui a plein de passion, qui défend avec toute son âme et qui se bat sur le terrain. Alors, on a parlé des équipes qui seront là pour la March Madness, mais il y a aussi 2 équipes qui ne seront pas là. Les pauvres Blue Devils de Duke. D'ailleurs, Zion Williamson, l'ancien de l'équipe, a dit qu'il n'était pas intéressé parce qu'il n'y avait pas son université. Et les Wildcats du Kentucky. Donc, c'est la première fois depuis 1976 que les 2 équipes ne seront pas au tournoi final. C'est vraiment triste de ne pas les voir. Au niveau, donc, des têtes de série. Donc, il faut savoir que le bracket, qui est en fait un grand tableau, une espèce de tournoi monumental, on a 4 têtes de série qui sont Michigan, Illinois, Baylor et Gonzaga, chacun pour une région. Au niveau de ces têtes de série, voilà, il va falloir rentrer. Malheureusement, Michigan, pour cette March Madness, va avoir quand même l'absence de Isaiah Livers, qui est leur scoreur principal et qui est un joueur très très important. Ils ont eu beaucoup de mal quand il n'est pas là. Quand il est là, c'est quasiment parfait, voire parfait. Quand il n'est pas là, c'est 6 victoires, 6 défaites. Enfin, je devrais dire 6 victoires, 7 défaites, avec celle contre Ohio State en demi-finale du tournoi de conférence. Donc ça arrive vraiment à un mauvais moment pour eux, parce que c'est vraiment pas le moment où ils auraient pu se passer de leur super scoreur, de leur ailier. Ils auront toujours leur super pivot Hunter Dickinson, mais c'est quand même c'est dur, c'est un gros coup dur pour eux. On attend aussi de voir Gonzaga face à des équipes. Voilà, c'est une équipe qui est invaincue, donc qui a fini la saison invaincue, mais qui quand même a manqué peut-être d'un gros choc, d'une confrontation vraiment relevée, comme ont pu l'avoir les équipes de la Big Ten ou de la SEC, par exemple, ou même du Big 12. Donc on attend vraiment comment on va pouvoir montrer ce que vaut à 100% Gonzaga dans le tournoi final. Et la dernière tête de série que je n'ai pas mentionné, les Bears de Baylor, qui ont été la sensation de la saison et qui malheureusement ont été coupés dans leur lancée à cause du coronavirus. Ils n'ont pas réussi à remporter le tournoi de la Big 12, donc c'est une petite contre-performance pour eux quand on voit à quel point cette équipe avait été vraiment exceptionnelle toute la saison. C'est leur occasion. Là, vraiment, c'est le tournoi final va être pour eux l'occasion de se rattraper un petit peu. C'est difficile, ils n'ont rien à se rattraper en fait, parce qu'ils ont été coupés par le coronavirus et c'est regrettable, c'est très dur, ils y sont absolument pour rien. Mais voilà, là, ça va être l'occasion pour eux de montrer qu'ils sont là et qu'ils sont bien tête de série numéro 1, qu'il n'y a aucun doute. Et ils auront en plus un tableau pas si facile que ça, parce que il y a dans leur pool, on a Wisconsin qui se profile quand même, qui sera quand même, c'est pas non plus une des équipes les plus dangereuses, mais ça reste quand même une équipe qu'il faut suivre et qu'il faut regarder, et qui est une très bonne équipe dans la Big Ten, qui n'a pas forcément eu les résultats qu'elle avait commencé à avoir en début de saison. On a Villanova, Purdue, et de l'autre côté, qui les attend pour la finale régionale, peut-être, Ohio State. Voilà, c'est tout pour la March Madness, c'est tout pour l'instant, parce que la March Madness ne fait que commencer. Je vous invite à suivre la March Madness sur The Free Agent, on vous fera vivre ça à 100%. On avait déjà commencé avec les gens du campus pour raconter les belles histoires
des joueurs universitaires et donc de cette March Madness qui est en fait le théâtre d'upset, de surprise, le numéro 2, 3 qui se fait renverser contre le numéro 16, contre voilà, la petite université de la petite conférence, qui est aussi c'est de la tension, des matchs qui se jouent sur le buzzer dans les dernières secondes. Voilà. La March Madness, c'est le moment où on commence à écrire son histoire. Voilà, parce que, bon, par exemple, Michael Jordan, on n'oubliera jamais son run avec UNC, North Carolina. C'est là où il faut commencer à réussir et c'est là où tout explose, il n'y a pas de limite, c'est la folie la plus furieuse. Donc, ce qui est génial aussi, c'est qu'on vous a parlé des légendes du campus, mais les nouvelles légendes vont s'écrire sous vos yeux pendant ce mois de mars. Je vous invite à faire votre bracket, votre tableau final. Il y a plusieurs options pour ça, notamment ESPN qui propose de le faire. En plus, il y a un prix à gagner à la clé. Et pour vous aider dans la rédaction de votre bracket, je vous invite à lire l'article de Marc-Grégoire Campredon qui a publié aujourd'hui un article sur notre site, qui est un expatrié dans le Michigan et qui est photographe, qui suit les Wolverines, qui suit le Big Ten et qui suit le sport universitaire tout simplement, et qui nous a fait un petit article pour nous parler de ce que c'est un bracket, de comment le faire, de vous donner les meilleures clés pour réussir votre bracket. Voilà, c'est tout pour la March Madness. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars, on en reparlera, j'en suis sûr, et je vous invite à nous lire, à suivre la March Madness sur The Free Agent. C'est tout pour la balle orange, c'est tout, c'est déjà pas mal, mais c'est tout pour la balle orange. On va se diriger vers la patinoire avec la NHL. Et je vais demander à Samuel de nous parler du succès des Hurricanes et des Islanders. Samuel, la parole est à toi. Alors, tout d'abord, on va commencer par les Islanders de New York. C'est une équipe un peu surprise sur le mois de mars, mais ils sont sur une série incroyable de 9 victoires consécutives et de 12 victoires sur les 13 derniers matchs. Ils ont joué des grosses équipes comme Boston qu'ils ont gagné 2 fois, Pittsburgh qu'ils ont gagné 1 fois où ils ont perdu en prolongation, mais New York c'est toujours la même chose toutes les saisons. C'est le système Barry Trotz, un entraîneur emblématique en NHL, un système qui se repose sur une très grosse solidité défensive. Les Islanders à ce jour c'est la meilleure défense de la NHL avec seulement 2,2 buts encaissés par match, donc c'est quand même assez remarquable. Ils ont un gardien qui est parmi ceux des meilleurs de la ligue, alors qu'on l'attendait pas du tout là, c'est Semyon Varlamov. Semyon Varlamov cette saison c'est 20 matchs, seulement 2 buts encaissés par rencontre. Et surtout, près de 93% d'arrêts, c'est des stats qui sont vraiment très bonnes pour un gardien. Puis c'est un gardien qui n'était pas vraiment hyper médiatisé. Certes, son passage à Colorado avait forcément marqué, où il était resté 6 ans, mais on ne l'attendait pas à ce niveau-là à 32 ans en fait. Il y a son backup, son remplaçant, c'est Ilya Sorokin. Un rookie, un jeune de 25 ans qui vient tout droit du CSKA Moscou. 9 matchs pour lui, pareil, seulement 2 buts encaissés à 91% d'arrêt. Donc ils ont cette sécurité-là et après ils composent autour de leur talent offensif. On connaît évidemment Mathieu Barzal qui brille cette saison, c'est le meilleur pointeur de l'équipe. Il compte 24 points en seulement 29 matchs. Et après, en fait, à part lui, il n'y a pas vraiment d'individualité qui ressort. Mais c'est surtout des joueurs qui marquent entre 15 et 19 points. On pense à Anders Lee, le capitaine, qui vient de se blesser, qui sera absent pour au moins un bon mois. Après, il y a les éternels Eberle, Brock Nelson, le joueur de centre, Pajot évidemment, et Bailey. C'est des joueurs pas hyper flashy, c'est sûr. C'est pas des joueurs hyper excitants sur le papier, mais c'est des gars qui jouent ensemble depuis maintenant 2, 3, 4 saisons,
qui se connaissent et ça marche. Aujourd'hui, ils sont premiers de la ligue avec 42 points. Ils sont devant des équipes comme Tampa, comme Washington, ou comme ils sont devant tout le monde en fait. Et c'est assez, comment dire, gratifiant de voir une équipe réussir comme ça, comparé à une équipe qui se repose vraiment sur le collectif, comparé à une équipe par exemple comme Edmonton où il y a 2 individualités et le reste, on verra quoi. Donc cette équipe-là, c'est vraiment l'équipe qui est en forme en ce moment. Et puis il y a aussi évidemment Carolina. Carolina qui jusqu'ici était un peu, sur les dernières saisons, était un peu en dents de scie. L'équipe avait des problèmes de régularité. En playoff, l'équipe était encore trop jeune, mais cette saison, on a l'impression qu'ils ont réussi à retrouver un peu cet équilibre qui fait les grandes équipes. Ils ont battu, par exemple, sur les 8 derniers matchs, ces 8 victoires, ils ont battu 3 fois Florida, qui est pourtant une très très bonne équipe cette saison. Ils ont battu après des équipes plus faibles, comme Détroit et comme Nashville, mais en tout cas, ils se reposent sur le meilleur powerplay de la ligue. Le seul powerplay à plus de 30% de réussite, avec 31%, ce qui s'articule autour d'évidemment Sébastien Aho et puis du russe Svechnikov avec son tir surpuissant. Petite surprise quand même cette saison, la méforme de Teuvo Teravainen qui revient de blessure et qui arrive pas trop qui a marqué que 2 buts, qui arrive pas trop à s'y faire cette saison. La saison dernière, c'était quand même 63 points en 68 matchs. Donc c'était un joueur sur qui on pensait qu'on pouvait compter. Mais il y a eu des super bonnes surprises avec notamment Vincent Trocheck, arrivé récemment de Florida. Il compte, c'est 1 point par match cette saison, Trocheck. Il est 2e centre derrière Aho. Et il fait briller, il joue souvent avec des jeunes comme Nekas ou McGinn. Mais c'est ça qui est intéressant en fait avec cette équipe de Carolina, c'est que on a l'impression que dans le système de Brindamour, c'est le nom du coach, n'importe quel joueur peut briller, que ce soit, c'est souvent Aho évidemment en premier centre, mais on a vu McGinn sur le premier trio, un joueur pas forcément hyper flashy. On a vu Jesper Fast, Foegele. C'est des joueurs qui sont normalement, qui seraient dans n'importe quelle équipe sur le 3e, 4e trio, mais on a l'impression que Brindamour, il se régale avec un groupe hyper jeune, il tente des choses, et visiblement ça marche, puisqu'aujourd'hui Carolina est en tête de la division centrale, un petit point devant Tampa Bay, devant Florida, Dallas ou même Chicago. Donc on verra ce que ça donne, mais on a 2 équipes très intéressantes qui brillent en tout cas depuis le début du mois de mars. Alors Samuel, est-ce que tu penses que c'est trop tôt pour parler de play-off, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une base solide qui va nous laisser penser que ce succès peut durer, surtout dans ces divisions qui sont quand même assez relevées? Je pense par exemple à l'East, quand même des équipes dont on parlait récemment comme des potentielles équipes candidates au titre. En fait, c'est un peu le problème. Depuis le début de saison de NHL, on a eu successivement des équipes qui se sont un peu démarquées, mais on reste très très serré dans les divisions. Par exemple, on parlait juste avant de la division centrale. La division centrale, entre les 3 premiers, il y a Carolina 41 points. Après, Tampa et Florida, ça a 40 points. Donc c'est hyper serré. Là, les 3 équipes, elles partent quand même plutôt favorites pour les playoffs, mais c'est l'ordre qu'on attend de voir, et c'est un peu la même chose pour toutes les autres divisions. Là maintenant, à ce point de la saison, on a quand même quasiment pour chaque division, sauf la Ouest qui reste vraiment très serrée, 3 équipes qui ressortent, et on attend de voir en fait sur les prochains matchs comment ils vont se départager. Il reste un peu plus de 30 matchs, mais on sait le hockey, c'est un des sports les plus serrés, surtout la NHL est une des ligues les plus serrées d'Amérique du Nord. Ça nous réserve encore plein de surprises, mais ces runs comme ça, de plus de 5 victoires, ça donne vraiment des points, et je pense qu'on
On va voir presque chacune des équipes qui va aller en playoff faire un run pour vraiment assurer et faire la différence sur les équipes de bas de tableau. C'est ce qui va différencier les équipes 4e et 5e, à mon avis, en fin de saison, quoi. Merci Samuel pour cette analyse de la situation de la NHL. On en reparlera, on reviendra prendre la température de Carolina et New York. Mais on va filer vers la NFL et vers une triste nouvelle, on peut le dire, je pense, Michael. Quand même, l'annonce de la retraite, une triste nouvelle, oui, on s'y attendait, mais c'est quand même, il faut l'encaisser, quoi. L'annonce de la retraite de Drew Brees, qui est la légende des Saints, qui est vraiment... Voilà, je ferme les yeux, je pense aux Saints, je pense à Drew Brees, et là, c'est un pilier de la ville de New Orleans. Vraiment, il a marqué cette franchise et il la marquera pour toujours. Il est vraiment très actif dans la communauté avec du travail associatif pour la ville de New Orleans. Et surtout, il a amené le seul Super Bowl, le premier et le seul Super Bowl de la franchise de New Orleans. Voilà, c'est le cœur lourd qu'on voit partir de Brees parce que quand même, c'est un monument du football. Je ne l'ai pas connu quand il a été drafté. Peut-être que toi, oui, Michael, mais je l'ai pas connu au Chargers, je l'ai connu aux Saints, et voilà, il m'a marqué. En plus, voilà, ça a été un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Je pense qu'on peut s'accorder sur ça pendant des années, quoi. Donc c'est un départ très très marquant. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah c'est clair. Après, c'est vrai que ça reste quand même le quarterback qui a passé les 80 milliards sur l'ensemble de sa carrière. C'est le seul. C'est le recordman du nombre de yards, le recordman du nombre de passes complétées, même si on pense que Brady va le dépasser vu qu'il compte jouer jusqu'à 50 ans. Mais en tout cas, ouais, ça reste une légende à son poste. Et surtout, bah, comme tu l'as dit, hein, c'est le Super Bowl qu'il a remporté avec la franchise. Et c'était arrivé en plus quelques temps après, c'était l'ouragan Katrina, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Qui avait touché New Orleans, et du coup Brees qui remporte le Super Bowl, qui est élu MVP du Super Bowl ce jour-là. Donc ouais, c'était vraiment la belle histoire. Et puis c'est surtout un vrai leader de vestiaire, un vrai leader pour la ville aussi, parce qu'il a fait énormément de choses. Et donc au-delà de son talent, du fait qu'il ait été 13 fois Pro Bowler, etc., ça reste aussi une vraie légende au sein de la ville de New Orleans. Et surtout, je pense que les fans sont doublement tristes parce qu'il y a une autre question à laquelle il va falloir répondre. C'est qu'est-ce que ça va être l'après Drew Brees aux Saints? Ouais, bah écoute, je pense que c'est la transition parfaite vers notre prochain sujet pour la NFL qui devait consister sur la free agency complètement folle qui nous attend. Bah oui, là, les Saints se retrouvent dans une situation un petit peu difficile parce que ils ont plus leur héros, et puis surtout ils ont un cap space qui est limité, même si bon, ils font de la magie en ce moment, hein. Ils restructurent des contrats, ils transforment des salaires en bonus de signature pour essayer d'inventer un petit peu de l'argent là où il y en a pas, et ça a l'air d'un petit peu marcher parce qu'ils sont bien remontés au niveau du cap space qui était inexistant. Ils ont restructuré le contrat de Taysom Hill. Ils vont certainement offrir un contrat à Jameis Winston. Maintenant, vraiment, quasiment aucun des deux quarterbacks qui a été à 100% convaincant pour les Saints. Quand Drew Brees était blessé cette saison, on se disait vivement que Drew Brees revienne. Quand Drew Brees va revenir, tout va aller mieux. C'est un petit peu inquiétant pour les Saints. Ils ont un choix de premier tour qui va peut-être leur permettre de sélectionner un quarterback. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qui sont assez ouvertes. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même une situation qui se trouve vraiment difficile parce qu'il y a un gros point d'interrogation, et d'autant plus que c'est une équipe qui est armée pour gagner maintenant, en fait. Voilà, ouais, je suis d'accord avec toi, Damien. C'est ça le pire, c'est que tu n'es pas dans le scénario, par exemple, des Patriots où tu perds Brady, mais bon, en même temps, autour, il n'y avait pas une équipe pour aller au Super Bowl. Donc, à la limite, tu sais que tu pars dans une série de reconstruction. Là, par contre, aux Saints, l'équipe, elle est là. Il y a les joueurs, il y a Kamara, il y a Michael Thomas, il y a toute la O-line. Il y a vraiment une équipe qui est construite et à laquelle on se disait, bon, il manque pas grand-chose. Il manque vraiment le petit quelque chose pour qu'il puisse aller au bout. Et bah là, quand tu perds Brees, forcément, tu perds un de tes piliers. Je pense que c'est un bon move quand même d'aller chercher Winston. Ça sécurise un peu la situation. Tu sais que tu as Taysom Hill et Winston qui peuvent couvrir la position. Je
Je pense qu'ils vont tenter le coup sur la free agency d'aller chercher un quarterback, évidemment. On ne sait jamais, ils peuvent avoir une bonne surprise aussi pardon, j'ai dit la free agency, mais c'est la draft. Ils peuvent avoir une bonne surprise sur cette draft. Donc voilà, je pense qu'ils sont en train de sécuriser. Ce qui est juste dommage, c'est qu'évidemment, je me mets à la place d'un joueur comme Michael Thomas. Quand tu perds Drew Brees et que tu vois que derrière, tu vas pas gagner au change, évidemment, ça doit être un peu frustrant pour un joueur comme lui, par exemple. Ouais, c'est dur. Surtout que Mike Thomas, il y a eu vraiment une saison compliquée la saison dernière. On a presque oublié à quel point c'est, je pense, un des meilleurs receveurs de la ligue. Entre ses problèmes extra-sportifs dans le vestiaire des Saints, les blessures, il n'a pas vraiment été là, en fait. On n'a pas vraiment vu Mike Thomas. Et bon, c'est vrai que c'était vraiment un super duo. Et bon, après, d'un côté, Mike Thomas, il va peut-être faciliter la vie du prochain quarterback des Saints, on verra, parce que c'est quand même un receveur excellent. En slant, il a une très bonne rapidité, très bonne conservation du ballon. Enfin, il a énormément de qualités. Il a toutes les qualités que peut avoir un receveur. Mais voilà. Je pense que les Saints, et tu as raison, ils vont mettre toutes les chances de leur côté, en fait. La sélection d'un quarterback à la draft, ça me semble vraiment être un truc dont ils ne peuvent pas se passer, en fait. Parce que de toute façon, ils ont tout ce qu'il faut pour rentabiliser ce choix-là, si jamais ça ne marche pas. Ils ont plein d'options, ils ont l'air de vouloir garder ce qu'il y avait, qui peut faire tenir la baraque. Et puis voilà, ils vont les mettre en compétition pendant le training camp, et puis ils vont voir un petit peu ce qui se passe. Et puis de toute façon, si jamais il y en a un des trois qui va nulle part, je pense qu'ils ont une valeur tous encore assez plutôt élevée. Quand même, Jameis Winston, qui était le premier choix de la draft, Taysom Hill, qui est pas le meilleur quarterback du monde, mais qui a quand même plutôt bien assuré l'intérim quand il n'y avait pas de Drew Brees, plutôt bien, qui a assuré l'intérim, disons, et un joueur au premier tour, où il y aura encore, je pense, des gros joueurs, à moins qu'on les voit peut-être faire un trade aussi pour monter dans la draft, ça sera une autre question. Voilà, il va y avoir une belle compétition au poste de quarterback au final, je pense. Ouais, surtout que même si là je regardais justement la free agency au niveau des quarterbacks, bon, t'auras pas un choix exceptionnel comme on a pu avoir d'autres années. Je pense que Winston reste quand même le meilleur choix pour eux. Donc non, je pense que c'est le bon move pour les Saints. Ouais, donc on va enchaîner sur la free agency, puisqu'on a une free agency complètement folle qui s'annonce. Qu'est-ce que je dis qui s'annonce? Qui a commencé en fait, puisqu'on a Ouais, ça a démarré, ça démarre fort. Là, quand on était en train de parler justement NBA et NHL, j'étais en train d'écrire parce que il se passe des choses en temps réel. Donc, pour informer tout le monde, justement, j'étais en train de publier puisqu'on a Shaquille Barrett là qui va rester du côté des Buccaneers, donc qui a trouvé un accord et qui va s'engager sur 4 ans. Donc ça bouge, ouais, ça bouge pas mal sur cette free agency. Et je pense qu'il y a en plus des vrais bons coups à faire pour certaines équipes. Ouais, c'est clair. Shaq Barrett, il a eu le contrat qu'il mérite, je pense, hein, avec son Super Bowl et surtout ses playoffs vraiment exceptionnels. C'était une pièce maîtresse des Buccaneers. On a aussi Jonnu Smith qui s'est engagé avec les Patriots, l'ancien tight end des Titans. Je trouve que c'est une grosse signature. On va en parler après. On a tous les deux fait une petite liste de joueurs, des joueurs qu'on aimerait suivre. Moi, il faisait partie de ma liste, Jonnu Smith. Il faisait partie du joueur. Je dis voilà, je veux voir où il va aller Jonnu Smith parce que c'est un joueur qui a 26 ans, qui a encore beaucoup à offrir. Et qui peut rebondir, donc il va aux Patriots. Bon, voilà. Est-ce que c'est un signe? On parlait beaucoup de Hunter Henry, peut-être aux Patriots. Je pense que c'est le signe que Hunter Henry n'ira pas aux Patriots. On verra si ça le fait prolonger aux Chargers ou pas, mais voilà. Ça commence fort, et la raison à ça, en fait, c'est la baisse en fait du salary cap, qui a fait que ça est en train d'impacter énormément de joueurs et énormément de vétérans, en fait. On voit beaucoup de vétérans les uns après les autres se faire release, quoi, relâcher et se faire licencier, si je puis dire. Et voilà, donc ça donne aussi pas mal d'opportunités pour eux de rebondir dans des équipes sur des runs peut-être un petit peu plus courts pour aller gagner tout simplement. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est clair que là, justement, la baisse du salary cap, pardon, à ces 182 millions et demi, ça oblige beaucoup de franchises à retravailler d'un côté les contrats, à retravailler aussi les effectifs, parce que du coup,
on voit des joueurs, beaucoup de joueurs qui sont libérés de leur contrat. Et il y a aussi plusieurs signaux quand même qui sont envoyés. Je pense par exemple aux Packers au poste de running back. Ils ont re-signé Aaron Jones, donc bon, ça anticipe peut-être que Jamal Williams ne sera pas de la partie l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, tout le monde essaie de trouver de la masse salariale, de libérer du cap space, mais c'est pas simple. Maintenant, ça donne, je trouve, beaucoup d'opportunités. Moi, je pensais justement aux Packers parce qu'on les a vus face aux Buccaneers qui ont été à la peine, surtout au niveau des cornerbacks. Je pense à Kevin King en particulier. Et je trouve que là, il y a des bons coups à faire. Il y a pas mal de joueurs. Tu parlais de la liste. Moi, il y a 2 joueurs que j'ai quand même notés qui sont 2 vétérans. Le premier, c'est Malcolm Butler, qui a été quand même le cornerback de la victoire au Super Bowl des Patriots face aux Seahawks. C'est lui qui avait fait la fameuse interception en goal line sur Russell Wilson. Et j'ai noté aussi Janoris Jenkins, qui a été libéré par les Saints. Et ces 2 cornerbacks qui me paraissent très intéressants. Alors, c'est des vétérans, hein, ils ont plus de 30 ans, mais ça reste des joueurs à un très très bon niveau, en particulier sur de l'homme à homme. Pour une équipe, par exemple, comme les Packers, ça pourrait être une signature totalement viable et qui apporterait vraiment quelque chose dans l'effectif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je l'avais aussi souligné, Malcolm Butler. C'est vraiment un joueur qui va pouvoir rebondir. Et on a aussi Casey Hayward, l'ancien corner des Chargers, qui a fait une très 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 bonne prestation à Los Angeles. Il était un petit peu blessé la saison dernière. On l'a pas vraiment vu à son meilleur niveau. On se disait peut-être avec Brandon Staley cette année on va pouvoir le voir. Bon, bah c'est pas le cas. Mais oui, du coup, en fait, il y a une espèce de classe de joueurs qui sont souvent des solutions des solutions de seconde main, qui sont pas forcément les titulaires indiscutables, les grands noms, qui en fait sont très utiles. Je pense par exemple à Sammy Watkins, qui va être agent libre, le receveur des Chiefs. C'est quelque chose qui me paraît incroyable. Quand je pense au nombre de matchs des Chiefs qu'il a débloqué, parce que c'est toujours la troisième option, c'est toujours quand Tyreek Hill ou Travis Kelce ne sont pas là, ou sont pris, sont en double coverage, ou ça va pas, ben on donne la balle à Sammy Watkins. En plus, je trouve que c'est un receveur qui est vraiment clutch, qui quasiment jamais de drop. Il est vraiment, on peut vraiment lui faire confiance, et c'est un joueur qui va être très intéressant. Je pense aussi au niveau des receveurs à Curtis Samuel, le receveur des Panthers. J'espère qu'il n'a pas été prolongé pendant que je suis en train de dire ça. Mais c'est vraiment un receveur que j'aime énormément et qui il pourrait aller dans n'importe quelle équipe. Je veux dire, tout le monde a besoin d'un Curtis Samuel, qui est en plus un joueur qui peut bloquer, un joueur rapide, un joueur de confiance. Voilà, il y a beaucoup de receveurs. Kenny Golladay, ça fait vraiment une grosse classe de receveurs, et pour des équipes qui en ont besoin, et il y en a énormément, c'est vraiment, vraiment une aubaine. Bah oui, en plus, je pense aussi à Juju Smith-Schuster. Alors, j'ai pas vu s'il avait re-signé, si ça avait été bouclé ou pas. Mais Non, hein, pour l'instant, non. Hein. Pour l'instant, non. Et Ouais. du coup, bah lui, c'est pareil. Hein, ça reste un joueur quand même très intéressant au poste de receveur, même si j'ai toujours un doute sur sa capacité à être le receveur numéro 1 d'une équipe. Mais il sera forcément une cible pour beaucoup de franchises. J'avais noté aussi le centre des Packers, Corey Linsley, qui va partir. Pour moi, ça, c'est vraiment une grosse perte pour Green Bay. Les Jets, apparemment, seraient intéressés. Donc, non, il y a beaucoup de mouvements. Je pense qu'on va avoir de quoi faire dans les jours à venir, et ça va vraiment mettre de l'animation, justement, sur la NFL. Oui, de toute façon, nous, ces jours-ci, le clavier et nos doigts, c'est la même chose, quoi. Ils sont collés, c'est fini, quoi. On peut plus le lâcher. Mais ouais, puis on a je trouve beaucoup d'équipes aussi cette année qui sont en capacité en fait d'investir. Hein. Les Patriots ont énormément de cap space, les Jets aussi, les Jaguars qui en fait doivent refaire toute leur équipe. Même les Chargers qui sont, je trouve, une équipe qui sont pas si loin que ça de réussir quelque chose d'intéressant, qui auront l'occasion d'ajouter de bons joueurs de ligne offensive, puisqu'on a quand même les deux. Et ça, c'est incroyable. Je m'en suis toujours pas remis. Les 2 tackles des Chiefs, Eric Fisher et Mitchell Schwartz, qui sont agents libres, qui ont été relâchés. Après le Super Bowl, on nous a dit, non mais ne vous inquiétez pas, le fiasco total de la ligne offensive des Chiefs, c'était vraiment l'histoire d'un soir, ça sera fini parce que Eric Fisher et Mitchell Schwartz vont revenir, et c'est 2 des meilleurs tackles de la NFL et de leur équipe. J'étais d'accord, oui, tout à fait. Et là, les deux se font par des Chiefs. C'est vraiment, je trouve que c'est un gros coup dur, hein, un énorme coup dur pour Kansas City. Et bon, c'est un très bon coup pour toutes les autres équipes qui pourront miser sur eux.
Et j'étais très surpris. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, ça m'a vraiment laissé surpris. Bah écoute, quand tu as un Mahomes qui court pratiquement 500 yards durant le Super Bowl, je pense que clairement il y a un problème et il faut du monde pour le protéger. Donc le move a été hyper étonnant. J'ai été extrêmement surpris de les voir laisser partir ces deux joueurs. Surtout que je vois pas comment ils vont combler cette situation. J'espère que c'est pas enfin, j'espère qu'il y a un plan derrière parce que je pense que cette équipe des Chiefs, elle a encore beaucoup, beaucoup à nous donner. Simplement, voilà, Mahomes, il faut quand même le protéger un minimum. C'est un super quarterback, c'est un scrambler exceptionnel. Il est capable de lancer dans toutes les positions. On l'a vu lors du Super Bowl. Mais il y a un minimum quand même. Il faut lui offrir une protection. Il faut pas qu'il soit trop exposé, surtout exposé à tout ce qui est QB hit et à tout ce qui est sac, parce qu'on sait très bien qu'une blessure est vite arrivée. Donc j'espère en tout cas qu'il y a un plan derrière du côté des Chiefs. Et ça arrive vite. Je veux dire, c'est un quarterback qui a été blessé. À part sa saison incroyable en 2018, en 2019, ils ont le Super Bowl, il est blessé. Là, il se blesse pendant les playoffs. C'est pas du tout un quarterback qui est pas sujet aux blessures, quoi. Donc, je trouve que c'est. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Après, il y a des gros noms sur cette free agency. Je pense à Trent Williams, là, le tackle des 49ers, qui est vraiment une des valeurs sûres à son poste et qui va valoir cher parce que les linemen, plus que jamais, peut-être l'effet Super Bowl, on se dit ah ouais, c'est important un lineman. Parce que bon, nous on le voit, on le sait, mais bon, c'est vrai que des fois on a tendance un petit peu à les oublier. C'est vraiment les joueurs fantômes, malheureusement, c'est les joueurs décisifs, mais les joueurs fantômes. Et là, les linemen, il va être vraiment, vraiment recherché. Ouais, je suis d'accord. Et tu parlais tout à l'heure justement d'un autre joueur qui pour moi va être très courtisé, c'est Hunter Henry. Je pense il va avoir du monde qui va lui téléphoner parce que c'est clair que c'est un super tight end, je trouve, même s'il n'a pas eu tout le temps des saisons à son meilleur niveau, mais ça reste pour moi un joueur vraiment très fiable à son poste. Et je pense que, alors la question c'est toujours pareil, c'est aussi son état de santé. Il avait quand même eu une rupture des ligaments, donc mais je pense en tout cas qu'à son meilleur niveau, c'est l'un des meilleurs de la ligue. Et il sera très courtisé, à mon avis, durant cette free agency. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que en plus, je trouve que c'est un joueur avec les Chargers ont vraiment tout intérêt à garder. Il est très précieux au bloc, il est très précieux en end zone, il a une très bonne relation, que ce soit sur et en dehors du terrain, avec les cadres, avec Justin Herbert notamment. Et je trouve qu'il a été très important dans la réussite de Justin Herbert parce qu'il a été une valeur sûre toute la saison. À chaque fois qu'on donnait la balle à Hunter Henry, c'était gagné. Alors oui, il a eu des grosses blessures, mais il a que 25 ans, donc c'est pas non plus, il lui reste encore énormément. Enfin bref, c'est un joueur, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur qui a énormément de potentiel et qui peut aller chercher un énorme contrat pour le coup. Jonnu Smith, c'est 4 ans, 50 millions, ça m'étonnerait pas que Hunter Henry aille chercher plus haut, surtout qu'il n'y a pas tant de tight ends que ça, des tight ends exceptionnels. On a Travis Kelce, George Kittle, et puis après, dans l'autre niveau, il y a Hunter Henry qui est certainement là-dedans, donc c'est un gros nom. Ouais, je suis d'accord avec toi et je serais pas étonné effectivement de voir signer un gros deal sur cette free agency. Et puis on parlait de la free agency, mais il y a aussi d'autres questions qui sont en suspens. Il y a la situation quand même d'Eshaun Watson qui est toujours pas réglée. Et on parle aussi beaucoup quand même de Russell Wilson depuis quelques semaines. Donc je pense qu'au-delà de la free agency, il y a encore pas mal de mouvements qui vont intervenir sur la partie de trade justement. Donc j'attends de voir, ça va être vraiment une période très intéressante de restructuration des équipes. Et je serais pas étonné justement, comme tu le mentionnais, qu'on ait un peu un transfert de force sur cette intersaison et que l'année prochaine on se retrouve avec quelques nouvelles équipes justement en play-off qui brillent. Ouais, c'est clair. J'ai peur que en fait, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, début de la saison, on soit encore en train de parler de Deshaun Watson. J'espère pas pour lui parce que c'est une situation qui est assez difficile. Maintenant, il y a moyen que le soir de la draft, en fonction de qui est choisi, qui est encore disponible pour certaines équipes, les valeurs des deux joueurs explosent complètement. Mais ouais, non, c'est vraiment une époque assez intéressante parce que j'ai l'impression, par rapport à ce que tu disais, qu'on est en train de voir la ligue du futur qui est en train de se dessiner
avec on n'a pas tant que ça d'équipes qui sont établies. Les Bills ont été vraiment très intelligents, ils ont été très calmes ces derniers temps, on les a pas du tout entendus, et puis ils ont re-signé de façon assez intéressante, et puis ils ont encore un petit peu de place, donc ils vont pouvoir faire ce qu'il faut, mais ils émergent comme une force en AFC, et ils ont vraiment réussi à conserver leurs joueurs, ce qui est pas si facile que ça quand on voit le marché et quand on voit les opportunités qu'il peut y avoir. Mais c'est quand même assez ouvert. Il y a des grosses équipes je pense aux Jaguars par exemple, qui vont avoir le first pick, qui ont Urban Meyer, qui ont un excellent coach de college football. Il va savoir comment ça se passe en NFL. Mais quand même, qui sont pas dans une division qui est si relevée que ça, quoi. Je veux dire, parce qu'avec les Texans qui sont à l'ouest complet, les Colts qui sont quand même qui sont la valeur sûre, mais avec un nouveau quarterback, voilà, c'est vraiment pas si évident que ça. Il y a quand même de la place, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi et je te dis, pour moi, on va vraiment assister à mon avis, à des changements durant cette off-season. J'ai hâte de voir aussi ce que va faire en fait, enfin ce que vont faire les Patriots. La saison est clairement pas du tout satisfaisante pour eux et je vois mal Belichick et la direction des Patriots en rester là. Donc là, on a vu qu'il y a déjà une première signature avec Jonnu Smith. J'étais justement en train de regarder. Apparemment, les Patriots seraient déjà en train de préparer l'avenue de Matt Judon des Ravens. Donc, c'est un pass rusher. Et c'est intéressant parce qu'on voit que les Patriots sont très actifs. Et j'en attendais pas moins, en tout cas, de leur part, vu la saison qu'ils ont connue. Ils avaient besoin de toute façon de bouger sur cette intersaison. Donc, c'est intéressant. Je vois bien des équipes comme ça revenir aussi dans la course au playoff pour la saison prochaine. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que il va falloir compter sur les Patriots. Ils ont re-signé des joueurs. Ils ont Joe Thuney, là, l'offensive guard, qui était sur ma liste des joueurs importants, mais qui suscite l'intérêt, je disais aujourd'hui, des Jets, mais qui a de grandes chances d'être re-signé par les Patriots, et avec la promesse d'un quarterback. Au final, Mac Jones, il tombe dans tous les tableaux de draft en dehors du top 10, mais en dehors de ce top 10, il va être complètement, tout le monde va se l'arracher. Vraiment, je maintiens ça pour Mac Jones, et en particulier, il y a des chances. Voilà, c'est une année qui est spéciale. C'est une année qui est spéciale parce qu'il n'y a pas de combine, il n'y a pas de tout ça. Et la raison d'ailleurs pour laquelle on est là collé à notre chaise, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de relations, il y a beaucoup moins d'occasions d'avoir des infos. À chaque fois que j'écoute des journalistes américains qui parlent de la situation, ils disent oui, cette année on n'a pas d'infos, il n'y a pas grand-chose qui fuite, tout simplement parce qu'on ne va pas au combine, parce qu'on ne va pas aux réunions, parce qu'on n'est pas au contact des présidents. Donc forcément, il y a moins de choses qui se perdent. Et plus que jamais, les relations vont être importantes. Et Belichick et Nick Saban, le coach de Alabama, ont de très bonnes relations. Donc je le vois vraiment être choisi par les Patriots. Et je pense qu'ils devraient faire vraiment ce qu'il faut pour l'avoir, parce que c'est typiquement le genre de quarterback qu'il leur faudrait. Et même si c'est pas le cas, ils ont le choix. Hein. Il va y avoir certainement. Il y a Trubisky déjà qui est libre, et puis il va y avoir le Darnold certainement qui va se libérer. Donc il y a Fitzpatrick aussi. Fitzpatrick, tu as raison. Fitzpatrick c'est silencieux pour Fitzpatrick pour l'instant, et ça m'étonne vu ce qu'il a prouvé la saison dernière, qu'il pouvait amener une équipe en playoff en fait. Donc c'est assez incroyable. Alex Smith aussi, qui au final se retrouve sur le marché des transferts après avoir failli perdre sa jambe et mourir, quoi. C'est complètement fou ce qui nous arrive. Mais Fitzpatrick me plaît bien et je serais pas étonné qu'il rebondisse justement dans une équipe comme les Patriots par exemple. C'est vraiment un quarterback que j'ai trouvé qui s'est plutôt révélé l'année dernière, et je serais pas étonné de le voir prendre une équipe sur la saison prochaine. Ouais, ça serait vraiment super, hein, de toute façon. Je pense que n'importe quelle équipe qui se dit je suis pas pressé au niveau du quarterback, je cherche pas vraiment à en trouver un maintenant, je me laisse 1 an, 2 ans, c'est pas très grave, parce que de toute façon notre refonte n'est pas finie, parce que c'est le cas des Patriots, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans leur effectif. Et ils pourront miser sur un joueur comme ça, je suis absolument d'accord avec toi. Et sinon, on a beaucoup de rushers aussi dans cette free agency, qui est en fait en plus un poste où il y a pas mal d'impact en plus, hein, en free agency. Je pense à Dunlap qui a été libéré. Il y a le linebacker Leonard Floyd
des Rams, qui est un joueur que j'aime énormément. Je pense que c'est un joueur qui va beaucoup, beaucoup plaire aux Chargers de Brandon Staley, qui va vouloir le récupérer, et ça serait vraiment très, très intéressant. On a Bud Dupree aussi des Steelers, enfin vraiment beaucoup de rushers, beaucoup de joueurs un petit peu à tous les postes, et avec des équipes qui ont la place de miser sur eux, hein, quitte en fait à on verra après, quoi, parce qu'il y a tellement d'équipes qui ont de l'argent, et il va falloir utiliser cet argent et dépenser à fond, hein, donc voilà, et quitte après à voir un petit peu ce qu'on fait pour la suite. Ouais, et puis tu as des joueurs aussi, je pense par exemple à Ndamukong Suh, qui est justement en fin de contrat avec les Buccaneers. C'est exactement le genre de joueur, je trouve, qui peuvent vraiment venir compléter un effectif, compléter une D-line. C'est un vétéran, il connaît le job. Alors certes, c'est plus le Ndamukong Suh qu'on a connu, mais ça reste un joueur vraiment expérimenté, très très fort. Enfin, on l'a vu avec les Bucks, il a été assez énorme encore une fois. Et je le verrais bien justement pareil, aller compléter des effectifs, des D-line qui ont besoin de ce genre de joueurs expérimentés. Il peut pas jouer tous les snaps, ça c'est sûr, mais il a vraiment un apport sur le terrain quand il est présent. Ouais, bah je suis d'accord avec toi à 100%. Et puis au final, ouais, c'est à ça que ça sert, la free agency, c'est faire des petits ajustements, je vois. Donc là, il y a pas mal d'équipes qui auront tout intérêt à aller faire ces petits points par-ci par-là en le faisant tranquillement. Et en plus, tout le monde est un petit peu en train de restructurer les contrats pour faire de la place. Voilà, de mon côté, c'est tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de la free agency. Enfin, c'est tout pour le moment, c'est tout. Dans 10 minutes, on va avoir encore une quinzaine de noms qui vont sortir. Dans 3 jours, ça va être totalement différent. Je pense que la semaine prochaine, on aura encore pas mal de choses à dire sur tout ça. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis d'accord, ouais, ça bouge là, j'ai Twitter sous les yeux, ça n'arrête pas, donc je peux te dire que oui, on va pas s'ennuyer dans les jours à venir. Voilà, c'est tout pour la NFL et c'est tout pour le podcast de The Free Agents. Je vous invite à lire tout ce qu'on va dire sur la Free Agency. On aura l'occasion d'analyser les grosses signatures et les signatures d'une manière générale. Je vous invite aussi à lire et à suivre notre couverture du basket universitaire avec la March Madness, la NHL et bien sûr la NBA. Et surtout, je vous dis merci à tous, merci de nous avoir écoutés, merci de nous écouter et à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Plus.